L'informatique, les bases théoriques, partie 1. Que peut-on faire avec un ordinateur? L'ordinateur, des objets dans un objet. Que peut-on faire avec un ordinateur? Réponse, remplacer les outils de notre quotidien. Sans Internet, on peut remplacer la machine à écrire, les tableaux, les bases de données, les lecteurs de contenu multimédia comme la musique, les vidéos ou les livres. Sans Internet, on peut également remplacer les photocopieuses et d'autres types d'impressions. Pour finir, sans Internet, on peut remplacer la vision du partage de la connaissance, grâce au réseau Basket ou Sneakernet qui est un échange de données par unité de sauvegarde interposée. On copie sur un enregistreur depuis un lecteur, puis on reproduit cet enregistrement. Si vous pensiez ne jamais avoir utilisé ce procédé, souvenez-vous que les vinyles étaient déjà enregistrés sur des cassettes. Puis on a copié les disquettes, les CD, les clés USB et les disques durs. Avec Internet, on peut faire les mêmes choses et plus encore. On a accès aux annuaires, à la télé en direct ou non, à la communication avec Internet et la vidéoconférence. Avec Internet, on a accès au partage global de contenu qui est le plus souvent légal. L'ordinateur. Il existe plusieurs types d'ordinateurs. Ils sont tous plus ou moins composés des mêmes éléments mais organisés différemment selon l'usage auquel ils sont destinés. Pour commencer, les ordinateurs de bureau, imposants et difficilement transportables, mais aussi plus puissants à prix égal que les suivants, ils sont en général composés d'une tour, d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Il arrive que les éléments de la tour soient inclus dans l'écran. Viennent ensuite les transportables. Ne sont plus tout à fait de bureau et pas tout à fait portables. Voici un transportable des années 2004-2008 à côté d'un ordinosaure de la première génération. On voit bien la différence de la taille des écrans. L'ordinateur portable. Tout est réuni dans un ensemble le plus petit possible. L'écran et le clavier définissent la taille minimum possible. Deux tailles d'écran sont les références, le 15 pouces et le 17 pouces. Viennent ensuite les agendas PDA ou PIM pour Personal Information Manager. Ce sont les ancêtres des tablettes. Aujourd'hui, toutes leurs fonctions sont incluses dans les téléphones portables. Les netbooks, ce sont de gros agendas avec presque la puissance d'un ordinateur ou plutôt celle d'un portable d'ancienne génération. Les écrans sont plus petits, 7 à 12 pouces, ce qui leur permet de tenir dans un sac à main. Les tablettes, je termine par elles car elles finiront par remplacer presque tous les autres types d'ordinateurs. Associées à des serveurs, c'est toute la connaissance dans son sac à main ou de voyage. Plus de clavier car tactile, avec des temps d'allumage de plus en plus courts, elles remplaceront le papier et peut-être l'écriture à terme. Aparté sur les téléphones portables. Avec la miniaturisation, les téléphones portables rentrent dans ce cercle et abandonnent leur côté autonome pour devenir à la fois périphérique et unité centrale. Avec l'avènement des tablettes, le téléphone deviendra un périphérique de la tablette, au même titre que la souris, le Wi-Fi ou les modules GPS. Il existe encore d'autres types d'ordinateurs comme les serveurs, les NAS et autres plateformes virtuelles que nous n'aborderons pas pour le moment. L'informatique, les bases théoriques, partie 2. Hardware, le physique de l'ordinateur. De quoi est fait un ordinateur? Il y a plein de fouillis dans et autour de l'ordinateur. La partie principale est appelée unité centrale. Les parties qui entourent l'unité centrale sont appelées périphériques. Dans l'ordinateur, on installe des logiciels. Le logiciel principal est le système d'exploitation SE ou OS pour Operating System. Un ordinateur est un assemblage de plusieurs composants. La carte mère réunit les parties vitales de l'ordinateur. Le BIOS est une puce à la base de l'ordinateur. C'est grâce à lui que tout commence. Il conserve car alimenté accessoirement par une pile, la date, l'heure et toutes les informations basiques de votre unité centrale. Le processeur est la puce à laquelle on donne des calculs et qui renvoie ou non des résultats. Son langage et son mode de fonctionnement sont tellement complexes que les programmeurs utilisent des surcouches logicielles pour s'adresser à lui. La mémoire vive stocke des données depuis l'allumage, mais les perd dès l'extinction complète. Tout ce qui est lu et exécuté sur un ordinateur passe par elle. Les bus, ports et connecteurs permettent les transits des informations depuis et vers des périphériques internes ou externes. Il existe différents types d'informations et donc différents types de bus, ports et connecteurs. Les périphériques.
Autour de l'ordinateur, on peut trouver des ensembles de périphériques d'entrée ou de sortie. Ici, une imprimante, un scanner à plat, un autre scanner spécialisé dans les pellicules photo. En dessous, un appareil photo numérique et des webcams. Les autres périphériques. Ces périphériques sont les plus souvent rencontrés, mais il en existe une multitude d'autres, plus ou moins spécialisés ou adaptés, comme la robotique, la technologie X10 ou domotique, ou les combinés, c'est-à-dire plusieurs appareils ou fonctions réunis ensemble. Les branchements. Pour raccorder les périphériques au système central, on utilise des câbles terminés par des raccordements normalisés, par les formes et les couleurs pour les distinguer. Après les ports PS2 pour le clavier et la souris, le port LTP pour les imprimantes, les ports COM pour les communications, voire la souris, le SCSI et bien d'autres avant et après, on a enfin un port universel, l'USB, Universal Serial Bus, pour port série universel. Les branchements. Schéma. On peut voir sur ce schéma l'arrière d'un PC type tour. En haut, on distingue les ports PS2, clavier et souris. Au-dessous, d'autres ports d'entrée et de sortie. Ce sont les ports LTP pour imprimante et les ports COM pour ce qui était les communications rapides que l'on trouvait sur les modems par exemple. Au-dessous, les entrées et sorties audio et MIDI de la carte son. Le port MIDI servait aussi à brancher les anciens joysticks. Insérées perpendiculairement à la carte mère, on trouve les cartes filles. Ici, 3 cartes. La carte graphique pour connecter l'écran, une carte modem pour se brancher sur une ligne téléphonique et émuler un répondeur téléphonique ou un fax, et une carte son. Pour finir, au-dessus des ventilateurs, 2 connecteurs électriques, un pour alimenter la tour, puis un autre pour alimenter l'écran depuis cette tour. La normalité est plutôt d'alimenter l'écran indépendamment de la tour. La plupart de ces connecteurs disparaissent remplacés par l'USB et le sans-fil. Sur ce second schéma, on retrouve les mêmes entrées et sorties. On remarquera à quel point ils sont différents. En aparté, l'USB, voici des représentations de ports USB ainsi qu'une multiprise USB appelée hub. L'interface homme-machine. Un ordinateur, ce sont des échanges entre un homme et un processeur. Pour converser, il faut envoyer des informations dans l'ordinateur et qu'il puisse y répondre. Le clavier et la souris. Entre le ou les donneurs d'ordre et la carte mère, les outils les plus connus sont le clavier et la souris. Chacun a évolué dans le temps, plus ou moins poussé et concurrencé par d'autres types de procédés dits de pointage, comme les tablettes graphiques, tactiles, les touchpads pour les portables et bien d'autres. Pour comprendre l'usage du pointeur et des périphériques de pointage, on prend comme exemple la souris standard que l'on trouve aujourd'hui. Notez bien, la notion droite-gauche est inversée pour les gauchers qui le choisissent dans les propriétés de la souris. Le clic. On dit le clic pour le clic gauche et clic droit pour le clic droit. Le clic peut être maintenu ou non. Non maintenu, il indique au système notre choix. Je veux que tu fasses ça, ou je vais te donner un ordre qui concerne cet objet. Maintenu, il devient une fonction, le glisser-déposer ou drag and drop. Le clic droit affiche un ensemble de fonctions qui concernent l'objet. Le premier choix de la liste est souvent celui par défaut qui sera effectué par le double-clic ou la touche entrée. Le dernier peut être propriété, qui comme son nom l'indique, donne les propriétés de l'objet. On trouvera souvent aussi le trio couper-copier-coller ainsi que des fonctions particulières à l'objet. Le double-clic lance l'application par défaut sur un objet. Les programmes sont lancés, les documents sont ouverts dans l'application associée. La vitesse du double-clic est paramétrable dans les propriétés de la souris. En cas de difficulté, vous pouvez, à la place, faire un simple clic, puis vous appuierez sur la touche Entrée de votre clavier. La roulette. Les pages sont devenues de plus en plus grandes, que ce soit celles des programmes ou des feuilles de lecture, comme les PDF, les docs, textes ou les pages Internet. Pour faire descendre la page, la roulette de la souris est très utile. Pour l'utiliser, il suffit de se mettre n'importe où sur la page et de faire rouler la roulette. D'autres fonctions plus cachées mais pas moins utiles existent comme l'agrandissement des caractères dans les navigateurs Internet, ou la modification de l'emplacement du pointeur ou du volume dans les lecteurs multimédia. Le clic de la roulette. Le moins connu est le clic de la roulette. Je l'utilise principalement pour la gestion des onglets dans les programmes ou le coller sur Linux. Dans un navigateur Internet, un clic roulette sur un lien ouvre le lien dans un nouvel onglet. Un clic sur l'onglet le ferme. Le clavier. Le clavier n'est pas forcément la chose figée que l'on pense. En plus des touches de la machine à écrire, de nouvelles fonctionnalités dues à l'informatique et nos besoins personnels en ont fait un point central et presque incontournable. Les combinaisons de touches. Chaque touche est composée par 3 zones, le haut, le bas et en bas à droite.
Par défaut, une touche tapée donne le caractère du bas. Avec majuscule, on obtient le caractère du haut. Avec Alt-GR, on obtient le caractère en bas à droite. Les combinaisons démultiplient les possibilités d'une touche. On appuie sur la touche spéciale et sans la lâcher, on tape le ou les symboles suivants. On l'écrit par le nom des touches entrecoupées du signe plus. Par exemple, CTRL plus C pour contrôle puis la touche C. Inutile de se souvenir de tous ces raccourcis, ceux-ci sont marqués dans la barre de menu à droite de la fonction qu'ils remplacent. Minuscule et majuscule, verrou maj. Par défaut, on tape en minuscule. Pour accéder aux majuscules, on appuie sur la touche maj. Et sans la lâcher, on tape le ou les symboles à mettre en majuscule, soit maj plus lettre. Pour tout passer en majuscule, on utilise la touche verrou maj de façon à ne pas avoir à maintenir une touche. Dès ce moment, un appui sur la touche maj modifie provisoirement en minuscule. Pour couper le verrou maj, il faut retaper la touche. Une lumière doit s'allumer et s'éteindre lors des appuis successifs de la touche et indiquer l'état. La touche Entrée. Elle valide une entrée et peut remplacer un double clic. Elle peut également servir pour les sauts de ligne dans un traitement de texte. Effacer, supprimer. Efface le dernier caractère Entrée ou la sélection active. Échappe ou Escape. Utilisé pour sortir d'un programme lorsque cette fonction est prévue. Les touches fonction F1, F12. Touches de fonction. Ce sont des touches pour l'accès rapide à des fonctions des programmes. Par défaut, F1 donne l'aide d'un programme en cours. Arrêt def, imprime écran, insert, pause. Comme échappe mais de moins en moins utilisé. La touche avec l'écran ou screen fait une photo de l'écran. Sous Windows, il faut ouvrir un logiciel pour coller le résultat puis l'enregistrer. Utilisez Paint. La touche insert définit dans un logiciel de traitement de texte le mode d'insertion ou de remplacement des frappes. La touche tabulation. Cette touche sert à créer des sauts de plusieurs espaces avec un alignement. Il permet de décaler du texte en gardant un alignement sur les lignes suivantes. Dans un tableau, il passe le curseur d'une cellule à la suivante. Dans des formulaires, il passe d'une saisie à la suivante. Majuscule plus tab revient dans le sens inverse. CTRL, Alt et Alt-GR, fonction. On dit CTRL pour CTRL, Alt pour ALT, Alt-GR pour ALT-GR et fonction pour FN. CTRL et les touches Alt donnent accès à des raccourcis clavier. Fonction se trouve sur des ordinateurs portables pour accéder à des fonctions représentées sur le clavier par des pictogrammes de la même couleur que cette touche, soit, le plus souvent, bleu. Allume et éteint le Wi-Fi, le Bluetooth, le touchpad, l'écran et bien d'autres choses. La touche Super, Windows ou Pomme. Souvent représentée par les fenêtres Windows, encore une touche à utiliser seule ou en combinaison pour accéder à des fonctions du système. La partie Positionnement. Les flèches servent à se positionner dans du texte ou à naviguer dans une fenêtre. Home, qui est quelquefois une flèche qui monte vers le haut à gauche, et End servent à aller au début ou à la fin d'une phrase, d'une ligne, d'une page. Suivant et précédent, représentés par une flèche barrée montante ou descendante, sont utilisés pour les sauts de page ou de paragraphe. Le clavier numérique. Particulièrement pratique pour la saisie des nombres, Verunum permet de passer en mode numérique ou en mode flèche qui sont inscrits sur les touches, mais qui viennent en doublon de la partie positionnement. Une lampe indique son état de fonctionnement. Les nombres de 0 à 9 n'ont pas besoin d'explication. Plus, moins, slash, étoile et point sont plus, moins, divisé, multiplié et le point en guise de virgule. La touche Entrée vient en doublon de l'autre touche, mais permet l'usage plus rapide en mode calculatrice. D'autres touches et combinaisons. Tous les systèmes sont paramétrables et certaines combinaisons sont libres d'être assignées à des fonctions, mais gardez à l'esprit de ne pas être seul à utiliser un ordinateur et il vaut mieux en rester dans un premier temps aux actions déjà existantes. L'interface homme-machine, l'écran et la carte graphique. Depuis la carte mère, les informations vidéo sont envoyées et traitées par la carte graphique pour être acheminées vers un voire plusieurs afficheurs, comme les télévisions et autres écrans à tubes, les rétroprojecteurs et autres lunettes 3D. La finesse est ressentie par le rapport entre la résolution, la taille effective de l'affichage et le recul physique du ou des spectateurs. On retiendra pour les comparaisons la résolution exprimée en pixels. Une résolution de 1024 par 768 est un minimum aujourd'hui pour la qualité standard d'une photo ou d'une vidéo en plein écran, mais le matériel va depuis longtemps bien au-delà de cette résolution. L'interface homme-machine, les autres périphériques.
Il existe d'autres façons de faire entrer et sortir des informations d'un système informatique, comme des scanners pour numériser les documents qui sont devenus les appareils photo numériques puis les caméras digitales. D'autres périphériques complètent ce florilège. Venus du domaine industriel, la domotique remplit doucement nos foyers et demain on pourra enfin dire « Mon ordinateur fait tout, même le café ». Les unités de stockage. Pour garder les données, on utilise des unités de stockage. Ces périphériques sont en perpétuelle évolution. On les distingue physiquement, mais également par leur quantité de stockage, leur connectique qui définit leur vitesse d'accès et de transit, leur pérennité. Les disquettes, bientôt disparues, elles sont la base de la sauvegarde démocratisée et transportable. Les disques durs fonctionnent comme la disquette, sauf que les têtes de lecture ne font que survoler les plateaux. Beaucoup plus rapides que cette dernière, ils n'ont cessé d'évoluer en taille et en vitesse. Les lecteurs à bande. Si la cassette audio n'est plus utilisée, les sauvegardes sur bande existent toujours pour les gros volumes d'informations et les sauvegardes à long terme. Les disques optiques. Réputés utilisables à vie, on est depuis revenu sur cette caractéristique. Très abordable, c'est devenu le remplaçant grand format de la cassette audio qu'on se repasse ou se donne et de la cassette VHS pour les locations. Les clés USB. Elles ont mis fin définitivement à la disquette, plus petite, avec un volume de stockage plus gros, plus rapide, plus fiable, on les trouve partout et de toutes les formes. Les SSD. Plus rapides que les disques durs en lecture, enregistrement et temps d'accès, ces supports de stockage souffrent de leur manque de fiabilité dans le temps. Les SD cards. Parfaits pour les téléphones portables et les appareils photo, on les trouve maintenant dans certains caméscopes bas de gamme. L'informatique. Les bases théoriques partie 3, et maintenant, je fais quoi? Démarrer un ordinateur. Autant il paraît évident qu'il existe un bouton de marche, autant il est nécessaire de parler de l'extinction, ne serait-ce que pour pallier à la question fatidique « Comment je l'éteins ce bignou ?» Mais pas seulement. Donc pour répondre à la question, si vous êtes sur MS Windows, vous trouverez en bas à gauche un bouton en forme de fenêtre volante sur lequel, une fois cliqué, vous trouverez ce qui pour les autres est plus évident car sur le bureau, ce bouton ou cette forme. Notez bien, si votre système vous demande de faire une mise à jour avant l'extinction, laissez-le finir et éteindre sous peine de grosses déconvenues. Démarrer un ordinateur. Sans entrer dans les détails, dès l'allumage de l'ordinateur, l'envoi d'une impulsion électrique meut l'ensemble de notre système. Le BIOS liste les éléments, reconnaît différentes prises appelées ports ou bus, quelques périphériques comme le clavier et la souris, le ou les disques sur lesquels il cherche un système d'exploitation et un écran pour y afficher des informations. L'OS, le système d'exploitation. La dernière action effectuée par le BIOS est de rechercher et lancer un système d'exploitation. Sur Wikipédia, on parle de programme central d'un appareil informatique, ce qui reste très vague. En simplifié, j'expliquerai en énumérant ses composants. Le noyau, qui traduit les informations de et vers le processeur, les drivers ou pilotes, qui complètent le noyau en permettant la reconnaissance des périphériques, le système graphique, qui traduit les informations entre le noyau et l'utilisateur. Une fois l'OS chargé, une procédure automatique lance des services et programmes, résidents ou non, qui ne sont là que pour nous simplifier la vie et remplir notre RAM. Connexion automatique au réseau et aux périphériques, pare-feu et sécurité en général, messagerie, accélérateur qui ralentissent le système. Quand le disque arrête de crépiter, on se retrouve devant un bureau plus ou moins occupé qui attend des ordres. Face à notre bureau, bien qu'informel, nous revoilà face à des objets. Les docks, les fenêtres, les icônes, le pointeur, les barres de menu et le bureau d'une façon générale. Le bureau. Au lancement normal, une fois la procédure de sécurité passée, on se retrouve devant le bureau. Le bureau est un répertoire comme les autres, mais défini par le système par un raccourci spécial. Il existe d'autres répertoires, un peu comme celui-ci. Les documents, les images, les musiques, les vidéos permettent une organisation simplifiée de ces fichiers. Sur le bureau, on a un accès rapide à ces dossiers ainsi qu'à tout le reste du système. Chaque système graphique a sa disposition et ses ensembles de thèmes graphiques qui sont personnalisables. Malgré cela, un ensemble d'objets est immuable. Le pointeur. Oui, la petite flèche. Vous remarquerez vite qu'elle n'est pas toujours une petite flèche, ou encore peut-être ne vous en êtes-vous jamais rendu compte, tellement cet accessoire est inclus dans le système. Tantôt une flèche, un doigt, un curseur, elle indique une partie des propriétés de ce qui se trouve sous elle avant même de cliquer. La partie sur la souris détaillera plus les possibilités du pointeur. Les docks. Tout ce qui vous sert le plus doit être facilement accessible. L'intérêt des docks fut en premier lieu l'accès rapide aux programmes fréquemment utilisés et aux dossiers importants.
Beaucoup d'icônes sont indicatives et vous renseignent sur votre courrier, votre connexion Internet ou avec les imprimantes, le clavier, le son, la date, l'heure ou le temps qu'il fait. On les trouve tout autour de l'écran, mais le plus souvent en bas ou en haut, voire les deux. Ils peuvent être fixes, mais aussi flottants et amovibles. Sur ces docks, tous les accès et graphismes sont possibles et paramétrables. Les fenêtres. Toute fenêtre est un programme et c'est non commutatif. Tout autour de cette fenêtre, on trouve des poignées qui apparaissent quand on approche le curseur d'un bord. Les boutons se trouvent sur un des coins, souvent supérieur, et permettent des actions courantes. Réduire, pleine page, fermer. Un raccourci clavier pratique pour passer d'une fenêtre à l'autre est le Alt plus Tab. Les fenêtres sont associées à un ensemble de barres, la barre de menu et la barre d'icônes. La barre de menu. Fichier, édition, aide. Presque tous les programmes graphiques arborent cette ligne qui reprend toutes les fonctions du programme suivies de leur raccourci clavier. Dans Fichier, on retrouve Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous et Fermer. Édition possède de base le trio Copier-Copier-Coller ainsi qu'une fonction très pratique Annuler. Le dernier menu est le plus souvent Aide ou À propos ou point d'interrogation. En liste ou en accès direct, on y trouve l'aide et quelquefois les mises à jour ou d'autres fonctions administratives. Le raccourci de l'aide est la touche F1. Les icônes. On les retrouve partout. L'icône est la représentation graphique d'un objet, d'un lien, d'une fonction ou d'un périphérique. Tellement symbolique, on ne peut définir l'icône que par ce qu'elle représente. La configuration de l'ordinateur. PC pour personal computer ou ordinateur personnel, tout un concept. Une dernière chose est commune au système, la configuration de l'ordinateur, que ce soit le panneau de configuration, le raccourci système ou qu'il se nomme autrement, c'est ici qu'il faut aller pour configurer son ordinateur. Vous y trouverez le réseau, le son, le clavier, la souris, les couleurs, voire les thèmes et beaucoup d'autres choses encore. L'informatique, les bases théoriques, partie 4, les programmes. Les types de programmes. Un programme peut être informatif, c'est-à-dire renvoyer des informations, comme par exemple l'horloge, administratif, avec ou sans interface, comme par exemple le programme du pointeur de la souris, créatif, pour créer, ouvrir, enregistrer des documents, ou alors tout mélanger, comme par exemple un navigateur Internet. Comment fonctionne un programme ? Un programme est une maison composée de briques, les exécutables, les librairies, et de fichiers de configuration. On peut voir un programme symboliquement. On trouve alors le moteur, la partie pensante, et le GUI, c'est-à-dire l'interface graphique, que sont les fenêtres, les menus, les boutons et les autres composants. Hello World. C'est par là que commence tout programmateur et c'est par là que doit commencer tout utilisateur. On lance un programme, on ferme ce programme, on relance le programme puis on change la taille de la fenêtre et on referme le programme, puis on le relance à nouveau. Quelle taille à la fenêtre ? Voilà comment fonctionne l'informatique, un seul pas à la fois. Une autre classification des programmes, l'usage. Pour se retrouver dans les programmes, on peut les classer par l'usage. On a d'abord les outils système et le panneau de configuration, avec les outils administratifs, c'est-à-dire les outils de gestion du matériel et de l'OS, et de préférences, comme la gestion des préférences du système, les fenêtres, les couleurs, les menus. Viennent ensuite les accessoires. Ce sont des petits outils qui simplifient la vie. Le bloc-notes, la calculatrice, les post-it. Viennent ensuite les outils bureautiques. Ici le gros bureau. Traitement de texte, tableur, présentation. Notez bien, tout le monde n'a pas le même logiciel de traitement de texte. Pour mettre tout le monde d'accord, le format PDF est accessible à tous en lecture. L'Internet. Les navigateurs pour aller sur la toile, on dit naviguer ou fureter, les courrieleurs pour gérer son courrier. Les outils multimédia, qui sont graphiques pour voir des photos, les retoucher, faire des cartes de visite ou des affiches, de son pour écouter de la musique, se faire des listes de lecture, gérer un baladeur numérique ou faire du karaoké, ou vidéo pour lire des vidéos, faire ses propres films de vacances ou des vidéoclips. D'autres types de programmes existent, comme par exemple les jeux, les logiciels de programmation, spécialement pour l'éducation ou les sciences. L'usage des programmes. Il existe tellement de types de programmes et même tellement de programmes pour un type d'action qu'il vaut mieux lorsqu'on débute, voir les situations réelles et s'habituer à un ensemble le plus limité possible. C'est ici que diffère ce tutoriel en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Bien que les programmes soient de plus en plus similaires, voire identiques d'un système à l'autre, la philosophie du système d'exploitation définira le mode d'installation et donc d'utilisation. J'achève cette partie théorique à savoir, de mes connaissances en informatique. Pour aller plus loin, il faut passer en mode vidéo sur des cas concrets. À très vite. L'informatique, les bases théoriques, partie 5, notions diverses. Sommaire des notions diverses. Les systèmes d'exploitation, les unités de sauvegarde, avec la taille des fichiers, le formatage, les partitions,
le montage et démontage, l'arborescence, les extensions de fichiers. Viennent ensuite les opérations sur les fichiers, comme avoir le focus, enregistrer sous et ouvrir, le glisser-déposer ou drag and drop, la sélection, qu'elle soit simple, multiple, en ghost, en mage ou en contrôle, le copier, couper-coller, et la copie, le déplacement et les raccourcis. Les systèmes d'exploitation. Il existe différents types de processeurs. Chacun fonctionne distinctement et nécessite un noyau. Il existe plusieurs familles de noyaux et chacun définit son OS sur des valeurs soit commerciales, libristes, de la simplicité ou de la stabilité. Les principales familles sont Microsoft, Mac, Unix, Linux. Microsoft produit un système tout en un avec un ensemble d'outils de base censés suffisants pour un usage familial. Je dis censé car d'un point de vue utilisateur averti, on se rend vite compte que tout est limité. Taille des vidéos, fichiers ouverts ou exportés propriétaires, fonctions manquantes retrouvées dans des versions payantes. Et il faut donc installer soi-même l'ensemble des applications nécessaires à une utilisation normale. Si vous ne faites pas appel à un connaisseur, vous risquez d'installer n'importe quoi. Vous finissez par être infecté ou votre système n'est plus stable et vous finissez tout de même par faire appel à un professionnel. Mac. Mac va plus loin en ajoutant des programmes très spécialisés et très optimisés dès l'installation. Le Mac user de base est persuadé que son OS est le meilleur existant et pour cause il ne connaît que celui-ci. À cette idée je répondrai, la majeure partie des bugs est provoquée par l'interface qui se trouve entre le siège et le clavier, et ce quel que soit le matériel informatique. Ceci de côté, macOS est un bon système, les logiciels sont simples et adaptés à un usage familial voire professionnel. Unix, très robuste et spécialisé aux grosses machines, ne concerne pas ce cours. Linux. Linus Torvalds reprochait à Unix son prix et créa son propre noyau. L'histoire a aggloméré autour de ce noyau une communauté qui revendique la gratuité et surtout l'ouverture. Sur ce noyau, on trouve un ensemble d'interfaces graphiques et programmes. Ce qui rendait ce système compliqué était ce montage qui ressemblait à un Pulse sans bord. Pour y remédier, il existe aujourd'hui des distributions toutes faites et supportées par un système de paquets testés et validés pour pouvoir ajouter des programmes sans difficulté. Résultat, pour le moment, pas besoin d'antivirus, un système très stable et robuste, contributif et gratuit. Si vous souhaitez payer, il y a des services réservés aux professionnels ou des dons. Les distributions principales seraient Ubuntu et Mandriva, idéales pour débuter, mais il en existe d'autres tout aussi performantes, comme Red Hat, Slackware ou Debian. Des spécialisés comme Gentoo et Mint, adaptés aux ordinosaures, aux monstrosaures, aux serveurs, aux jeux, à l'éducation, aux sciences et bien d'autres choses. Ces distributions sont téléchargeables sous forme d'images disques CD ou DVD et peuvent être gravées puis lancées, pour la plupart, en distribution live sans installation pour se faire une idée. Notions diverses, les unités de stockage. Les valeurs des tailles de fichiers et des périphériques de stockage, ou j'ai le octet. Si l'octet est le morceau, le bit ou byte est l'atome. Cet octet n'est rien en capacité, comparé au volume lu chaque seconde par un ordinateur, aussi, il faut connaître des valeurs d'éléments connus pour savoir ce qu'elles représentent. Notez bien le MO et le MIO. Les bases de l'informatique sont binaires et fonctionnent donc sur des puissances de 2. Notre base arithmétique est décimale, multiple de 10. Ceci explique certaines différences et erreurs que l'on peut trouver entre certaines valeurs de taille. Par exemple, 1 MO est égal à 1024 kg, alors que 1 MIO est égal à 1000 kg. Personnellement, je n'y prête jamais attention, devrais-je ? Quelques octets. Quelques octets, c'est la taille d'un tout petit fichier de texte sans mise en forme. Le kilo-octet ou 1000 octets. De 10 à 500 kg, c'est la taille d'une photo compressée JPEG ou JPG de petite taille qui est parfaite pour une impression familiale ou l'affichage sur un écran, mais un peu léger pour faire développer chez un photographe. C'est la taille de la plupart des images que l'on trouve sur les pages internet. Le mégaoctet ou 1000 kilooctets. De 50 kilooctets à 5 mégaoctets, c'est dans cette tranche que l'on trouve les documents usuels de traitement de texte, imagerie, vidéo courte, MP3, Ogg-Vorbis. De 5 mégas à 999 mégas. 20 mégas, c'est la taille maximum généralement admise pour les mails. 650 à 820 mégas, c'est la capacité d'un CD. Le gigaoctet ou 1000 mégaoctets. De 1 gigaoctet à 999 gigaoctets, c'est la valeur de référence. 1 à 16 gigas pour la taille de la RAM ou mémoire vive, le DVD et ses 4,7 gigaoctets, la norme du DVD était de 17 gigas à l'origine, 60, 120, 250 gigas pour les disques SSD, 250, 320, 500, 620 et 760 pour les disques à plateau.
le téraoctet ou 1000 gigaoctets. 1 Tera et plus. On entre dans les hautes capacités qui représentent l'ère actuelle. Comme on trouve aujourd'hui des clés de 1 et 2 gigas, on trouvera demain des supports de stockage miniatures de plusieurs téraoctets. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, seuls les disques durs, les bandes et quelques prototypes de disques optiques atteignent la zone des téras. Un dernier ordre d'idée, les films. Plus ou moins 1 giga, c'est la taille d'un film compressé en DivX ou MPEG. Plus ou moins 4 gigas, c'est un film de qualité DVD. Plus ou moins 25 gigas, c'est la taille d'un Blu-ray simple couche. Plus ou moins 50 gigas, c'est la taille d'un Blu-ray double couche. Voici le nom des diverses tailles que l'on peut trouver. Un kilooctet, KO, un mégaoctet, MO, un gigaoctet, GO, un téraoctet, TO, un pétaoctet, PO, un hexaoctet, EO, un zétaoctet, ZO et un yottaoctet, YO. Le formatage, les partitions. Pour mieux se retrouver sur une unité de stockage, on peut la découper en parties appelées partitions. Ces partitions doivent être formatées pour être reconnues, lues et écrites. Historiquement, Microsoft Windows a imposé son format originel, le FAT, mais celui-ci souffre de nombreuses lacunes de fiabilité. On le trouve néanmoins sur de nombreux périphériques de stockage, car il reste le seul compatible avec tous les systèmes. Grand frère du FAT16, il a été supplanté par le NTFS, maintenant assez bien accepté dans la plupart des ordinateurs. Microsoft restera encore un moment leader sur le marché informatique familial. Montage et démontage. Pour utiliser une unité de sauvegarde externe, l'ordinateur doit monter le système de fichiers pour y accéder soit en lecture seule ou bien en lecture-écriture. L'utilisation ne pose alors aucun souci, mais dans le cas d'une unité réinscriptible, comme un disque dur ou une clé USB, il est préférable de s'assurer qu'aucune écriture n'est effective au moment de le débrancher. On parle alors de démonter un lecteur. L'expression « retirer sans risque » est souvent marquée dans un menu. En bas sur Microsoft Windows, à droite sur Linux Ubuntu. L'arborescence. Sur une unité de sauvegarde, on trouve des dossiers et des fichiers. Dans les dossiers, d'autres dossiers et d'autres fichiers. Dans les dossiers des dossiers, à nouveau d'autres dossiers et fichiers, etc. La ressemblance avec un arbre explique le nom d'arborescence. Chaque fichier ou dossier suit alors une route qui définit sa position qui peut être absolue ou relative. Pour mieux s'y retrouver, on nomme les dossiers et fichiers avec des noms facilement compréhensibles et repérables. Position absolue ou relative. Pour se souvenir de l'endroit où se trouve un fichier, on utilise usuellement des répertoires spéciaux des systèmes d'exploitation, comme mes documents, musique, vidéo ou le bureau. On parlera alors de sa position relative, car cette position considère le répertoire spécial comme point de référence. Dans le cas contraire, on partira soit du point le plus haut du système ou le nom de l'unité. On trouvera alors pour pointer sur le bloc-notes de Microsoft Windows c:\windows\notepad.exe ou sur Linux un fichier de configuration /etc/défaut timidity. Les extensions de fichiers. Dans un nom de fichier, le point est utilisé indifféremment comme les autres lettres acceptées, mais les lettres qui suivent le dernier point nous donnent ainsi qu'au système des informations sur le type du fichier. Par exemple, fichier.txt sera certainement un fichier texte simple sans mise en forme. Les extensions sont très utiles pour comprendre l'ouverture d'un fichier. Aujourd'hui, MP3, PDF, Doc, HTML et bien d'autres formats sont devenus tellement courants que les débutants confondent le type et les associations de programmes. Windows cache par défaut ces extensions qu'il faut rétablir absolument pour en garder l'habitude et choisir le programme qui servira pour l'ouverture simple ou la modification. Une fois les extensions rétablies, il faut prendre soin de ne pas les changer lorsqu'on renomme un fichier. Les opérations sur les fichiers. Une grande partie du temps sur l'ordinateur est l'administration et le rangement. Les éléments s'accumulent et il faut régulièrement organiser ces espaces pour retrouver ces petits. Un choix simple est de multiplier les sous-dossiers pour organiser sa pensée et anticiper le moment où l'on cherchera le fameux document de la réunion de mai dernier sur la concentration de stupidité dans les grandes agglomérations humanoïdes. Ici, les écoles sont légion et on entend même de laisser tout en vrac et de faire confiance au système de recherche intégré. Si vous savez vous organiser, vous retrouverez toujours vos petits. Une solution est de partir d'un type, document, puis de sous-typer. Professionnel, 2011, 05, réunion, s'il y a beaucoup d'éléments à l'année. Ou alors, professionnel, 2011, réunion, 05, s'il y a beaucoup de réunions, ou d'autres éléments.
Si on sait que l'on recherche un document professionnel de 2011, on aura déjà fait une bonne partie du chemin qui accélérera la recherche automatique si on est obligé d'y recourir. Notion, avoir le focus ou à qui je parle. Une dernière bonne habitude à prendre tout de suite est de vérifier continuellement à quel programme ou objet je donne mon ordre. Dans les feuilles de texte ou formulaires, cherchez le curseur qui clignote, la fenêtre qui se trouve devant les autres, les icônes s'enfoncent ou se colorent quand on clique dessus. Lors d'un glisser-déposer, on verra la destination passer en avant si on prend le temps d'attendre avant de lâcher le doigt. Notion, enregistrer, enregistrer sous, ouvrir. J'ai bien travaillé mais je veux garder mon œuvre pour en faire profiter le plus grand nombre. Il faut enregistrer. Avant de tout fermer, dans le menu Fichier se trouve la fonction Enregistrer sous qui permet de sauvegarder votre œuvre dans un fichier. Enregistrer sous signifie sous un nom et sous un dossier. Implicitement, cela inclut aussi une extension qui indique le type de contenu du fichier. Une fois cette première sauvegarde effectuée, vous pouvez continuer à modifier votre travail sans oublier de faire Fichier enregistré ou bien CTRL+S de temps en temps pour être bien sûr d'avoir la dernière version enregistrée. Une petite astuce. J'ajoute un nombre, par exemple 001, à la fin du nom de mon travail, que j'incrémente de temps en temps en faisant un nouveau enregistrer sous. Je me retrouve alors avec mes fichiers suivis de leur nombre 001, 002, 003, au cas où je déciderais de reprendre mon travail à un niveau inférieur. De temps en temps, je supprime les premières sauvegardes pour n'en garder que les 2 ou 3 dernières. Le glisser-déposer ou drag and drop. Depuis l'avènement de la souris, l'utilisation graphique est la plus compréhensible lors des opérations sur les fichiers. Le glisser-déposer est le terme utilisé pour la copie ou le transfert d'un objet d'un endroit à un autre. Il faut alors considérer un point de départ, l'origine, et un point d'arrivée, la destination. On clique sur un objet et on le déplace sans lâcher le clic, jusqu'à son nouvel emplacement. Ça ira pour un élément, mais il est parfois préférable de le faire avec plusieurs objets. On fait alors une sélection multiple. La sélection, simple, multiple, ghost, le mage, le contrôle. Pour sélectionner un objet, on clique dessus. Le choix d'un autre objet désélectionne le précédent. Il existe différents moyens de choisir un ensemble d'objets. En choisissant un premier objet, puis en maintenant la touche majuscule, puis en cliquant sur un objet plus loin, ce sont tous les objets présents entre les deux qui seront sélectionnés. En maintenant la touche CTRL, on sélectionne et désélectionne individuellement des objets ou des groupes d'objets. On peut bien sûr combiner ces deux techniques dans l'ordre ci-dessus, car les deux fonctions ne sont pas forcément commutatives. Le Ghost, quant à lui, est une sélection graphique qui se fait avec la souris en dessinant un carré par ses coins pour sélectionner les objets inclus dans une zone donnée. Notion. Le copier-couper-coller. D'une façon générale, le copier-coller est l'art de simplifier des tâches répétitives. Le problème, après y avoir pensé, est de se rappeler des touches et de savoir ce qui va se passer et surtout où. Voici la procédure à suivre pour bien comprendre le processus. Simple, on sélectionne, on coupe ou copie, on pointe la destination, on colle. Un peu plus détaillé, on sélectionne ce que l'on souhaite copier ou couper. Lors du couper, l'objet disparaîtra ou deviendra opaque à son emplacement d'origine. Dans le menu Édition, on choisit Copier ou couper. On va donner le focus avec un clic à l'endroit où l'on collera. Dans le menu Édition, on choisit Coller. Pour éviter les menus, on peut utiliser les raccourcis clavier, couper, CTRL+X, copier, CTRL+C, coller, CTRL+V. Copie, déplacement, raccourci. Lorsqu'on clique sur un objet comme un fichier et qu'on le déplace dans un autre endroit comme un autre dossier, le système est programmé pour être intelligent. Si vous restez sur le même volume, par défaut, le système considérera que vous souhaitez déplacer l'objet, votre fichier. Si vous tentez de déplacer sur un autre volume, une clé USB par exemple, pour le système il sera question de copie pour éviter les erreurs et les pertes. Vous pouvez modifier ce choix en utilisant les touches Shift ou majuscule ou CTRL. Lors d'une copie sur un volume différent, la touche majuscule déplacera au lieu de copier. Lors d'une copie sur un volume identique, la touche CTRL copiera au lieu de déplacer. Notez que l'on peut copier un objet dans un même emplacement. Dans le cas d'un fichier, le nom sera automatiquement modifié pour éviter les doublons. Ce qui marche avec des fichiers ou des dossiers fonctionne également avec du texte ou des morceaux de texte, de paragraphes voire des pages entières, des parties de dessin et beaucoup d'autres objets. Les raccourcis. Nommés également liens symboliques, ils ne sont pas l'objet mais un lien vers un objet. En les supprimant, on ne supprime pas l'objet.
Ils permettent de réunir des objets, souvent des fichiers ou dossiers qui ne sont pas spécialement au même endroit. Par exemple, les menus démarrer ou les applications ne sont que des liens vers des programmes. Pour créer un lien, on choisit un fichier par un clic maintenu et on glisse à l'endroit choisi pour le lien, puis on appuie simultanément sur les touches CTRL et majuscule avant de lâcher le clic puis les touches. On reconnaîtra en bas à droite de l'icône une petite flèche qui indique qu'il s'agit d'un raccourci. Notez que le raccourci peut être déplacé, mais pas le fichier vers lequel il pointe sous peine de rendre invalide le raccourci qui sera alors incapable de savoir où le fichier d'origine est passé. De même, les raccourcis qui pointent vers les unités de stockage amovibles seront caducs tant que l'unité sera démontée mais redeviendront valables dès le remontage.